Donc, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes super à l'heure, je suis impressionnée. Et très nombreux. Alors, je cherche des yeux Clémentine, qui est juste à ma gauche sur mon écran, et qui donc va pouvoir nous accompagner pendant cette rencontre. Vous êtes nombreux et nombreuses à vous être inscrits aujourd'hui avec des personnes qui sont situées vraiment dans le monde entier. Donc, on est vraiment, vraiment dans la réalité de soignants dans le monde et ça, c'est vraiment très, très, très chouette. Alors, donc, je suis donc de Villerocher, psychologue clinicienne. J'ai été expatriée une dizaine d'années au total, entre l'Allemagne, beaucoup les États-Unis, et actuellement, je suis en France et sur Genève en même temps, sur deux endroits. Il n'est pas impossible qu'on rebouge. Donc toute cette histoire a été à l'origine de ce projet qui a été Soignants dans le monde. Soignants dans le monde, ça existe depuis 8 ans. Ça a pris une forme au début extrêmement informelle. L'idée, c'était vraiment d'aider les soignants qui se retrouvaient, et surtout c'était mon histoire, bien sûr, de me retrouver avec l'impression d'avoir plus de diplôme, plus de réseau professionnel, plus de patients en arrivant donc aux États-Unis à Washington. Je vois que Chloé est dodeline de la tête, donc je suppose que c'est parlant pour toi, Chloé. Je me permets de tutoyer directement. Et du coup, le premier soutien, c'était vraiment de discuter avec des personnes qui étaient dans la même situation que moi et voilà, réfléchir ensemble ce qu'on pouvait faire, se passer les informations parce qu'il existe des solutions, mais c'est vrai qu'au début, on les cherche un peu et là, aujourd'hui, on a vraiment essayé d'en rassembler un certain nombre pour vous faire gagner du temps et puis avec l'idée que chacun peut amener aussi sa pierre à l'édifice pour les solutions selon les pays où vous êtes. Donc, une pandémie plus tard, j'étais donc retournée en France et j'ai continué bien sûr Soignants dans le monde en proposant cette fois pas seulement un lien en fait, comme c'était surtout le cas au début, mais aussi des programmes de formation pour accompagner les soignants qui souhaitent réussir leur expatriation à l'étranger. Alors, aujourd'hui, on va parler donc de ce qu'est l'expatriation. Je vais commencer par un partage d'écran pour que vous puissiez accéder aux slides. Est-ce que là, ça fonctionne? Tout à fait, c'est mieux. Ah, parfait. Tu as bien fait de me signaler. Donc, j'en étais à votre aventure d'expatrié. En fait, dans les projets d'expatriation, il y a plusieurs cas de figure. J'en ai repéré 4. Vous devez nécessairement bouger pour votre carrière, le premier. Vous voulez bouger pour des raisons personnelles, d'envie de découvrir d'autres choses ou autres, mais sans obligation. Pour certains, vous êtes installé dans le pays de résidence, vous y avez fait vos études, vous avez développé votre patientèle, donc vous avez une question qui est un peu différente, mais vous sentez quand même français dans le pays où vous êtes. Et pour d'autres, vous êtes ce qu'on va appeler le conjoint suiveur. Ce n'est pas un mot que je trouve très poétique, mais c'est un mot qui dit bien ce qu'il dit. C'est-à-dire que vous avez suivi, ce qui ne veut pas dire être obligé de le faire, la famille, le projet familial, mais vous êtes un petit peu suiveur avant d'être moteur en fait de votre expatriation. Souvent, quand on est conjoint suiveur, on se retrouve un petit peu sur le côté et à la fois extrêmement important dans l'équilibre familial parce que les premières questions auxquelles on pense, surtout s'il y a des enfants, c'est la question de l'école, du logement, de la voiture et on commence par installer ses enfants et généralement au bout de 3-4 mois, quand tout le monde a à peu près pris son rythme, on se dit et moi ? Et moi, qu'est-ce que je fais de ce programme, de ce projet ? C'est vraiment une question qui est très importante parce qu'en fait, elle atteint très facilement la santé. Et ça, je peux vous dire aussi en tant que psychologue, bien entendu. Si vous vous occupez pas de vous en tant que conjoint suiveur, vous risquez vraiment d'être dans un déséquilibre. L'équation idéale, c'est vraiment qu'il y ait l'équilibre du parent 1, on va dire, l'équilibre du deuxième parent, l'équilibre des enfants. Et souvent, on commence à l'équilibre du parent 1, qui est le moteur de l'expatriation.
celui des enfants, et après, on réfléchit à l'équilibre du parent. Pas de culpabilité à avoir, c'est hyper fréquent, mais là, on est là pour que vous ayez la légitimité de vous dire il faut vraiment que je m'occupe de mon équilibre à moi. Si on ne pense pas à l'équilibre du parent suiveur, on crée vraiment tous les éléments pour des difficultés plus importantes, je disais de santé, voire de couple, voire de capacité à rester dans cette expatriation facilement. Bien entendu, ça va dépendre des pays dans lesquels vous habitez, des conditions dans lesquelles matérielles vous êtes, mais tous ces facteurs rentrent vraiment en jeu. Donc là, aujourd'hui, on parle des professionnels de santé, donc des personnes qui se retrouvent à devoir créer un projet d'expatriation en ayant un diplôme de professionnel de santé qui n'est pas forcément reconnu partout. On en parlera dans la deuxième partie. Ce que m'ont dit les personnes avec qui j'ai beaucoup discuté, elles me disaient, en fait, la difficulté, c'est que, entre guillemets, on ne nous attend pas. Ça, je pense, moi, je l'ai ressenti. Je suppose que vous l'avez ressenti aussi. On ne nous attend pas. On doit être créateur d'un tas de choses et à commencer par créer sa propre façon de travailler, en fait, et de trouver un moyen d'exercer son métier ou un métier approchant si c'est vraiment difficile d'exercer son métier en propre. Mais on va continuer à explorer la question du projet d'expatriation. Alors, je vais vous donner des points généraux auxquels prêter votre attention et vous recevrez aussi dans les jours qui viennent un quiz qui vous permettra de répondre et de dire et moi j'en suis où en fait là-dedans, où est-ce que je me situe par rapport à tel et tel critère. Et justement, si vous êtes dans cette phase où vous cherchez quel projet qui est important pour vous, quel projet vous pouvez mettre en œuvre, comprendre où est-ce que vous en êtes, où sont vos ressources, va vous permettre de trouver la bonne énergie, le bon peps pour le faire. Donc, quand on bouge, je disais, il y a des 1000 raisons, enfin, oui, on va dire 1000 raisons de bouger et vous aurez l'occasion dans ce quiz de les découvrir, d'identifier ce qui vous a motivé. Il y a une chose qu'on ne réalise pas toujours, en fait, c'est que derrière le mot expatriation se cache le mot adaptation. En fait, on ne le réalise pas toujours parce qu'on commence par se dire « Waouh, je vais découvrir alors dans les pays les plus fun, la mer, la beauté des paysages, etc. Ou bien je vais découvrir une autre langue, ou bien je vais découvrir une autre culture. » Et puis, parfois, par contre, on va dans des pays assez rudes. Il est difficile de s'adapter, justement. Et là, on lit un peu plus le mot expatriation avec le mot adaptation. Et notre entourage aussi lit plus le mot expatriation avec le mot adaptation. Pour une expatriation réussie, le mieux, c'est quand même de l'associer à une adaptation anticipée, une adaptation, une pré-adaptation, que ce soit sur les sujets de l'adaptation générale, sur les sujets des interactions qu'on va rencontrer avec d'autres personnes sur place, les locaux, d'autres expatriés, vos compatriotes, des collègues de travail. Une adaptation à la culture du pays, certes, mais aussi à la culture du travail, le mode de management, les attentes de performance, la relation à l'argent, la façon dont les relations au travail se font. Il y a aussi l'adaptation, évidemment, et c'est le sujet d'aujourd'hui, au process de renouvellement de votre pratique professionnelle. Il faut anticiper que ça pourra prendre du temps. Il y a un processus, qu'il va y avoir un investissement en temps, certes, mais peut-être un investissement financier. Il va y avoir un investissement personnel. Il faut anticiper qu'on va peut-être se ressentir un peu seul, d'où votre présence aujourd'hui et le projet de Soignants dans le monde. Anticiper aussi qu'on va être obligé de renoncer à une façon d'exercer notre métier. Et comme souvent, dans les métiers dans les métiers de soins, c'est des métiers passion. L'idée de renoncer un petit peu à certains aspects de son métier est souvent assez douloureux. Donc, c'est bien de l'anticiper aussi. À titre d'exemple, je vais vous dire, en tant que psychologue aux États-Unis, on peut travailler comme life coach. Donc, ce sera l'étiquette en fait qu'on peut utiliser. Mais il y a des psychologues parmi nous, je pense que dans leur tête,
être psychologue ou life coach, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, ça peut paraître être un micro-renoncement, mais en fait, quand vous êtes vraiment dans les faits et que vous devez vous faire un site internet, une carte de visite avec écrit life coach, ben, ça ne sonne pas tout à fait comme on en a envie. Donc voilà, c'est ça aussi les renoncements. Il y en a d'autres, vous en doutez, mais souvent, c'est à la fois petit et à la fois symbolique et du coup, ça prend pas mal de place. Après, souvent, on se contente de l'idée de l'adaptation et on se dit que l'adaptation va permettre la satisfaction. Et en fait, c'est une erreur et c'est hyper, hyper important de l'identifier. Ce n'est pas parce qu'on s'est adapté qu'on est forcément satisfait. On est adapté, ça veut dire qu'on est acclimaté, ça veut dire qu'on accepte un peu les transformations de vie qu'on est obligé de faire. Satisfait, c'est le contentement, la joie, le plaisir. Donc, vous voyez bien qu'on est dans une énergie vitale, une énergie de projet, alors que dans l'adaptation, on est plutôt dans une énergie de faut le faire, quoi. Donc, c'est important d'avoir conscience de ça. La satisfaction peut être une conséquence de l'adaptation, mais elle n'est pas automatique. Pour arriver au stade suivant, qui est donc celui de la satisfaction, il faut avoir bien identifié ce qu'étaient nos besoins et ce qu'étaient nos envies. Les besoins et les envies ne sont pas la même chose. À la fois, c'est évident, et à la fois, quand on y est et quand on doit lister quelque chose, on ne sait pas toujours s'il est dans la case besoin ou s'il est dans la case envie. Donc, on va par exemple donner quelques exemples de besoins. Travailler parce que c'est votre métier, travailler parce que c'est votre passion, travailler pour apporter la pierre à l'édifice, travailler pour gagner de l'argent pour s'enrichir, travailler pour gagner de l'argent parce que ça fait partie de son estime de soi, travailler pour gagner de l'argent pour répondre aux besoins de famille. Vous voyez, il y a des nuances à chaque fois et la liste, bien sûr, n'est pas finie. Et puis les envies, est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous valorise, qu'est-ce qui vous fait envie? Est-ce que c'est d'être arrivé au bout d'un projet? Est-ce que c'est utiliser votre cerveau? Est-ce que c'est pouvoir dire oui, oui, je l'ai fait, avoir la fierté de l'avoir fait? Est-ce que c'est de faire ce qui vous intéresse et peu importe le regard des autres? Est-ce que c'est d'être admiré justement par les autres? Est-ce que vous avez envie de vivre une vie à l'heure ou une vie paisible? Voilà, donc besoin, envie. C'est pareil, vous pourrez, à l'occasion du quiz, réfléchir ça pour vous. Ça vous permettra de mieux vous connaître aussi. Ça vous permet de mieux vous connaître. Ça vous permet d'identifier vos points forts et vos points faibles. Ça vous permet de vous rattacher à vos points forts en cas de baisse de morale. Ça vous permet de relativiser les échecs rattachés à vos points faibles, si c'est le cas. Ça vous permet de mieux gérer les choses et de mieux savoir où est-ce que vous voulez aller et de gérer quel investissement vous voulez mettre en fonction de votre projet. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc, une expatriation réussie découle aussi de la connaissance que vous avez de vous-même et des qualités sur lesquelles vous pouvez compter. Et donc, là, on arrive non plus à la satisfaction, mais à la question des atouts. Quels sont mes atouts? La formation, mon expérience, mon organisation de départ, le soutien de ma cellule familiale. Est-ce que les atouts sont liés à ma personnalité? Est-ce qu'ils sont liés au pays dans lequel vous êtes? Ça, c'est sûr que selon les pays, il y a plus ou moins d'ouverture. Selon les visas avec lesquels vous voyagez, il y a des pays où vous avez le droit de travailler, il y a des pays où vous n'avez pas le droit de travailler, il y a des pays où on n'a pas le droit de travailler, mais on n'a pas non plus le droit de faire du bénévolat. Donc, on est obligé de jongler avec tout ça et de trouver la petite case qui va nous permettre de répondre à nos besoins en utilisant justement nos atouts. Dernier point qui va faciliter votre intégration dans le cadre d'une expatriation, une intégration réussie bien sûr et satisfaisante, c'est la réduction des incertitudes. C'est pour ça que je passe du temps sur cet aspect-là de la préparation, parce que plus vous êtes préparé, moins vous êtes surpris par ce qui va vous arriver, moins vous êtes surpris, moins vous allez être déçu, déstabilisé. Et en tout cas, vous pourrez vous dire, ça ne m'est pas tombé dessus d'un seul coup. Donc, la réduction des incertitudes, c'est vraiment un des points extrêmement importants pour être dans le cadre d'une expatriation réussie.
Alors, voilà, j'ai revu pas mal de choses sur l'état d'esprit, la connaissance de soi. On va parler après des cycles d'expatriation, mais je ne sais pas si, Clémentine, tu as éventuellement quelques questions qui ont été posées pendant cette partie de l'intervention. Non, pour le moment, il n'y a pas de questions. D'accord, ok, super. N'hésitez pas en tout cas. Alors, je continue avec les caractéristiques identifiées des cycles d'expatriation. Alors, vous avez très certainement déjà vu cette courbe, qui est donc à la gauche, je pense, pour vous, enfin peu importe. C'est une courbe que j'ai modelée un petit peu par rapport à celle qui existe en fonction de ce que j'estime de mon côté être vraiment les caractéristiques du cycle d'expatriation. C'est-à-dire que j'ai un petit peu renommé les choses et changé un peu le rythme aussi des choses. Donc, en général, quand on vient d'arriver dans un nouveau pays, on est dans une situation de spectateur touriste, c'est-à-dire qu'on s'émerveille, on s'amuse des choses qu'on voit. J'ai quand même dessiné des petits hauts et des bas parce que quelquefois on est un petit peu dans la compréhension d'une situation, mais comme le paysage est génial, c'est pas grave. Les gens sont tellement gentils. Tu as vu toutes les couleurs qu'il y a dans la rue. Enfin, vous voyez, c'est vraiment le touriste qui est là avec son appareil photo et qui se réjouit de tout et de toutes les possibilités qui s'offrent à lui en étant dans un autre pays que la France. J'ajoute un élément que m'a donné une personne, c'est de dire qu'on a un peu l'impression de vivre une semaine dans une heure, tellement il y a de nouveautés, tellement c'est excitant, etc. Bon, parfois il y a un petit peu des petites interrogations, mais tout va bien. Deuxième phase, la période qu'on va appeler d'implication, c'est-à-dire que c'est la période où vous allez être obligé de procéder aux inscriptions à l'école, de trouver les activités pour vos enfants, de comprendre que, ben non, en fait, vous n'avez pas demandé votre numéro de sécurité sociale, c'est pour les États-Unis, donc vous êtes gêné dans toutes les démarches que vous avez à faire, ou bien vous n'avez pas été vous inscrire en Allemagne à la mairie, du coup, ça vous crée des problèmes. Enfin, il y a ces caractéristiques. Et donc, on commence à s'impliquer, mais en fait, on commence aussi à se prendre un petit peu des revers parce que les actions qu'on avait l'habitude de mener qui amenaient à tel ou tel résultat ne donnent pas les résultats escomptés. Donc, ça peut un peu entamer sa confiance en soi et sa confiance dans la capacité à s'en sortir, à s'adapter. Voilà, je vais peut-être vous faire sourire, mais c'est la période où vous prenez où vous êtes flashé en voiture parce que vous n'avez pas encore repéré où étaient les limitateurs de vitesse. Enfin, c'est la période où on se prend un petit peu des contre-actions par rapport à ce qu'on espère et qui est donc un petit peu déstabilisante. Après, au bout d'un moment, quand on prend un petit peu trop des déceptions comme ça, les voisins qui étaient si gentils qui finalement ne s'intéressent plus à vous, etc., on peut tomber dans la partie qui est communément appelée le choc de culture. Je préférerais dire qu'on est dans l'incompréhension culturelle avec une forte déstabilisation. Les actions qu'on pose ne donnent pas les résultats qu'on attend. Et ça, c'est, je pense, hyper important de le comprendre. Et ça va être hyper important aussi dans la façon dont vous allez envisager votre nouveau projet professionnel. Où est-ce que je peux agir? Où est-ce que je vais avoir les résultats que j'attends? Où est-ce que ça ne va pas être trop long? Oui, voilà, je donnerai des exemples dans la suite de l'intervention. Après, on arrive dans l'acceptation des différences et donc on finit par être un peu plus philosophe par rapport à ces situations non satisfaisantes qui nous arrivent et on reprend du poil de la bête et là, c'est un peu le moment où, j'aurais dû dire avant d'ailleurs, ça casse ou ça passe, quoi. Soit vous prenez du poil de la bête et ça vous conduit à une intégration, soit au contraire, le coût est trop élevé pour vous et il n'y a pas de mal à ça. Hein. Vraiment, c'est important d'avoir conscience de ça et vous pouvez arriver à des situations de renonciation. C'est vraiment quand on est à ce carrefour-là que souvent, c'est important d'avoir son projet professionnel en perspective parce que c'est vraiment le projet qui va vous donner une identité en fait propre à l'intérieur d'un environnement où vous êtes un peu perdu. Vous n'avez pas forcément envie d'être juste le conjoint pivot de la famille ou pivot du couple, hein, celui qui génère un certain confort pour celui qui
commencent un nouveau job. Mais il faut aussi trouver votre part à vous. Je fais une petite parenthèse. Même si vous êtes le conjoint moteur du changement, il est évident que ces questions de culture, tout ce que j'ai dit sur l'adaptation, ça vaut aussi dans votre cas. Là, je me suis focalisée un petit peu sur le conjoint suiveur, et celui qui doit recréer en fait son projet professionnel. Mais il est évident que si vous êtes, quelle que soit votre spécialité et que vous travaillez dans un pays différent, vous avez toutes ces difficultés d'adaptation ou ces interrogations qui peuvent se présenter à vous. Donc, je vous invite à prendre 2 secondes dans votre tête pour réfléchir dans quelle phase de la courbe vous êtes. Ça laisse le temps, si jamais quelqu'un a une question à poser, de la poser. Une question, c'est Anissa qui mentionnait la honeymoon période pour le tout début de l'expatriation. Et ensuite, il y a, alors IG, je suis désolée, je connais pas ton prénom, qui parlait de l'isolement pendant la crise du Covid également, qui posait cette question-là. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que je n'ai pas évoqué ça. C'est sûr que pendant la crise du Covid, le lien familial est devenu l'essence de la relation et des relations avec les autres, et le soutien était nécessaire, et ça n'est certainement pas toujours le cas dans toutes les cellules familiales. Donc, en effet, alors évidemment, il y a les réseaux sociaux, les possibilités de se parler en visio, mais j'ai bien conscience que cette solitude peut être extrêmement lourde et a pu être extrêmement lourde et a pu accélérer ou allonger la période où les difficultés d'intégration dans le pays devenaient vraiment prédominantes, hein, c'est certain. Oui. Je ne sais pas si vous avez été nombreuses dans ce cas-là. Souvent, il y a aussi une difficulté, bien sûr, il y a eu des personnes qui se sont retrouvées avec des situations géographiques, des séparations géographiques avec leurs conjoints, et d'autres avec, bien sûr, l'impossibilité de voir leur famille, mais leurs enfants aussi, et savoir leurs enfants très isolés dans d'autres pays. Donc, oui, il y a eu plein de raisons pendant le Covid pour que la vie soit compliquée. Ok, oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Clémentine? Non. Non? Ah, l'acceptation de l'expatriation des enfants par, encore une fois, je ne peux pas la citer, la nommer, mais voilà. L'acceptation de l'expatriation des enfants adolescents, pardon. Oui. On a un petit peu, je vais répondre rapidement. C'est compliqué, ça mériterait un autre webinaire. La seule chose que j'essaie de dire aux personnes, c'est d'essayer de recréer au maximum ce qui peut rassembler les enfants et ce qui peut ressembler plutôt à leur vie d'avant. Donc, mettre en œuvre des systèmes pour qu'ils rencontrent du monde, des systèmes pour qu'ils aient une autonomie de déplacement quand c'est possible, etc. Pour essayer non pas d'insister sur les différences. Souvent, on insiste sur la différence, en fait. On dit, voilà, ça va être super, on va découvrir ci, on va découvrir ça. Et l'ado, lui, il a plutôt envie qu'on lui dise, tu vas pouvoir continuer ta vie d'ado, tu vas pouvoir continuer à sortir, tu vas pouvoir continuer à faire du sport. Donc, je crois que c'est ça qui va faire la différence. Et comme ça, de lui-même, petit à petit, il va s'intéresser à l'extérieur et à ce qui n'est pas sa vie propre. Souvent, les ados sont assez tournés vers eux-mêmes, donc ils ont besoin d'avoir l'impression que leurs besoins, justement, vont être pris en compte et qu'on va essayer de recréer une vie la plus proche de leurs aspirations, même si on est à l'étranger. Oui. Et Anissa mentionne justement la third culture, qui est, selon elle, une piste intéressante pour les enfants et les ados. Et elle demande s'il y a un complément de veille à ce sujet, si tu peux orienter vers des ressources concernant la third culture. D'accord. Alors, je peux y réfléchir. Il y en a, bien sûr, comme on n'est plus tout à fait dans le sujet de nos professionnels de santé, je n'ai pas préparé ça. Mais je sais qu'il y en a, il y a des livres qui ont écrit. Il me semble qu'il y a un livre qui a été écrit sur le sujet, donc je pourrais y réfléchir et y donner l'information. Ok, pas de problème. D'accord. Alors, je reprends le partage d'écran pour la suite. Là, on va aborder donc la question des équivalences. Voilà, les équivalences. Alors, en fait, derrière le mot équivalence, c'est un peu un mot qui cache son jeu.
parce qu'on se dit, ben voilà, j'ai mon équivalence, donc c'est bon. Et on a parfois l'illusion de se dire, je vais pouvoir obtenir le droit d'exercer pleinement mon métier. Et quand je dis pleinement, ce que je veux dire par là, c'est d'une façon assez similaire de celle dont on exerce dans son pays d'origine, quoi, en France. En fait, derrière le mot équivalence, il y a le mot reconnaissance des diplômes, mais il peut y avoir aussi le mot examen complémentaire. Donc, c'est rarement juste une question d'équivalence. En résumé, mais il y aura plus de détails quand on vous enverra les documents complémentaires. Dans les pays européens, les diplômes sont assez reconnus. Chacun a des situations particulières, donc je dis que la tendance, c'est que ce soit plutôt reconnu. Au Québec, il y a pas mal de facilités et dans les autres pays, c'est plus compliqué. Donc, je le redis, hein, mais vous verrez des liens vers les sites officiels, etc., avec le replay. C'est important de comprendre que l'équivalence ne veut pas dire que vous aurez juste le droit d'exercer votre métier, parce que c'est beaucoup plus que ça, en fait. S'installer comme praticien, que ce soit médecin, infirmière, orthophonie, psychologue, etc., c'est aussi se retrouver dans des systèmes de pensée complètement différents, dans ces systèmes de facturation complètement différents. Donc, si vous n'avez pas anticipé ça, vous risquez un peu de tomber de votre chaise et le choc peut être un petit peu rude. Et puis, comme je disais, c'est aussi des équivalences, mais ça veut dire peut-être repasser des diplômes. Donc, il y a des investissements financiers, des investissements en temps. Je reviendrai là-dessus avec l'histoire de Lou. J'ai changé les prénoms des personnes, mais qui a fait des équivalences pour être médecin aux États-Unis tout à l'heure. Il faut maîtriser la langue suffisamment pour exercer dans la langue en question. Ou bien faire le choix de travailler qu'avec une population francophone, hein, ce qui est tout à fait possible aussi, ce qui permet d'ailleurs de contourner le problème de la culture un petit peu. Mais maîtriser la langue, quand je le mets dans ce chapitre d'équivalence, c'est parce que les pays exigent un niveau de langue, donc vous avez des tests de langue à faire pour pouvoir avoir l'équivalence. Donc c'est vraiment important quand on est vraiment dans une optique de faire reconnaître son diplôme. Il n'y a rien d'impossible, mais il faut juste savoir que ça se prépare et qu'il faudra s'y mettre. Il faut aussi donc comprendre l'approche culturelle de la santé. Et ça, voilà, c'est important. Les exemples que je vais vous donner, c'est des personnes des États-Unis. J'ai fait ce choix-là parce que ça permet d'aller un peu plus dans les détails, mais je pense que c'est transposable dans d'autres pays. Alors, les différences culturelles ne sont pas les mêmes, mais les différences culturelles existent aussi, donc elles peuvent être transposées dans d'autres histoires, dans d'autres pays. Et finalement, vous pouvez vous retrouver comme lorsque vous étiez étudiant, sauf que cette fois, il va falloir reformater votre modèle. Et ça, reformater son modèle, reformater sa façon de travailler, c'est vraiment difficile parce que, en fait, c'est reformater son modèle intérieur et tous ces réflexes qu'on a plus identifiés comme des acquis parce qu'ils font tellement partie de vous. Mais là, il va falloir les repenser, les réfléchir et les modifier. Je vais vous donner aussi un exemple tout à l'heure lorsqu'on parlera que j'ai évoqué. Avez-vous des questions sur les équivalences ou sur le sujet que je viens d'aborder? Lilia qui pose une question assez spécifique sur le Qatar. Justement sur la reconnaissance des diplômes au Qatar, sachant que Lilia est pédiatre et elle demandait s'il existait un organisme qui suivait justement la reconnaissance des diplômes. Donc je pense que Lilia, on reviendra vers toi avec une réponse spécifique pour le Qatar. Pardon, je me permets de répondre. Oui, alors en fait, je vais ajouter quelque chose. Je vais vous inviter à rejoindre le groupe Trouver des professionnels de santé francophones qui vous conviennent, qui est un groupe Facebook, où vous allez pouvoir poser cette question. Personnellement, je n'ai pas de réponse sur le Qatar. Quand j'ai préparé cette intervention, j'ai fouillé pas mal sur Google. J'ai pas trouvé, j'ai rien vu sur le Qatar. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe rien.
mais je fais une recherche un petit peu générale. Mais du coup, je vous invite vraiment à rejoindre le groupe Trouver des professionnels de santé qui vous conviennent parce qu'il y a des gens d'un peu partout et quelqu'un vous amènera peut-être un bout de réponse ou le lien vers quelqu'un d'autre, donc ça vaut le coup d'essayer. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions ou d'autres remarques à partager, Clémentine? Oui, Manon demande justement quel serait le conseil en... Conseil au webinaire. Ah, on a une interférence, c'est pas grave. Une implication en termes d'équivalence quand l'expatriation change tous les ans. Ah, ouais. Euh, alors, je ne sais pas quelle est la profession de Manon, mais c'est vrai que quand on change tous les ans, le peu que j'en sais, je ne crois pas qu'on puisse avoir psychologue, d'accord. Je ne crois pas qu'on puisse avoir des équivalences dans les pays. Alors peut-être qu'en tant que psychologue en Europe, c'est plus facile. En revanche, c'est un investissement de temps, d'argent potentiellement, mais de temps, les équivalences. Donc si c'est tous les ans, c'est compliqué. Donc mon conseil, c'est d'exercer en ligne, de développer auprès d'une population expatriée en voyant ce qui est possible dans le pays. Comme je disais tout à l'heure, aux États-Unis, on peut dire qu'on est life coach. Il n'y a pas de réglementation associée. On peut être coach certifié, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, c'est ça qu'il va falloir, qui est plus adapté en fait, quand on déménage très souvent. Ça rejoint un peu la problématique des digital nomades aussi. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Clémentine? Non. Non? Ah, OK. si, Charlie. Peut-on faire des équivalences avant de partir à distance, par exemple? Alors, je ne pense pas qu'on puisse obtenir ces équivalences avant de partir. En revanche, je vais parler tout à l'heure d'une personne qui a fait des équivalences d'infirmière et on lui a demandé le détail de tous les cours qu'elle avait suivis en France. Donc, je pense qu'on peut préparer son dossier à l'avance et que ça, on a même vraiment intérêt de le faire afin d'être un peu moins pris de court et aller récupérer le détail de par exemple, ses cours d'infirmière quand on a passé ses examens 15 ans auparavant et qu'on est à l'autre bout du monde, c'est quand même beaucoup plus compliqué que si on fait ça de France. Et alors, Aurélie rajoute, demande quels sites permettent d'exercer en ligne en tant que médecin? Quelle plateforme? Alors, il y a de plus en plus de plateformes qui permettent d'exercer en ligne. Il y en a une qui s'appelle Care, il y a Etelmed et il y en a d'autres. En revanche, à ma connaissance, parce que j'avais le cas d'une personne qui était aux États-Unis en tant que médecin, n'étant pas médecin aux États-Unis, elle n'avait pas le droit de rejoindre cette plateforme. Peut-être que d'autres systèmes existent. Mon information, elle date d'il y a 4-5 ans. Je ne suis pas sûre que ça ait beaucoup changé concernant les États-Unis. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si vous exercez en ligne et donc dans un autre pays que votre pays de résidence, votre statut réglementaire, vos impôts, vous allez devoir les payer dans le pays dans lequel vous vivez. Donc, il faut trouver une solution réglo pour ça. Par contre, je sais aussi que certains pays acceptent qu'on soit auto-entrepreneur en France. Enfin, il y a des accords. Je pense que c'est des pays d'Europe. Je n'ai pas la réponse complète à cette question. Mais il y a des accords où vous pouvez garder une entreprise comme auto-entrepreneur en France et exercer depuis l'étranger. Voilà. Donc, ça vaut le coup de fouiller cette question. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Ça, je le sais, j'avais regardé. Mais ça vaut le coup de poser cette question, de voir ça. J'en profite d'ailleurs pour dire que souvent, la question qu'on pose, c'est est-ce qu'on peut être payé en euros ou dans notre monnaie locale. Donc, vous pouvez être payé si votre statut est à l'étranger, vous pouvez tout à fait être payé dans les deux monnaies, mais vous ferez quand même une déclaration dans votre pays de résidence, donc vous ferez un taux de change, quoi. Vous appliquez un taux de change. Bien sûr, la situation est différente si vous arrivez à avoir un statut administratif en France en tant qu'auto-entrepreneur et que du coup, vous déclarez peut-être en France vos impôts. Voilà. On continue sur les histoires de vie. D'où il était médecin hospitalier français.
il a fait une équivalence pour devenir médecin hospitalier américain et puis maintenant, il a rejoint un laboratoire pharmaceutique. La question que je lui ai posée en premier, c'était qu'est-ce que tu aurais besoin de savoir en arrivant et qui t'aurait aidé? Donc, il me disait, bien sûr, la question des équivalences, me dire que j'allais devoir repasser des choses et que j'allais devoir comprendre un état d'esprit. Il me disait qu'il faut aussi absolument savoir que l'investissement en temps et en argent est long et que, compte tenu de l'investissement en question, quand on décide de faire ça, on ne reviendra probablement pas en France parce que ça ne vaudrait pas le coup. Alors, Lou, il est père de famille, ils ont un certain nombre d'enfants. Donc, forcément, la façon de penser les choses est différente si vous êtes avec des enfants, si vous êtes sans enfants. Il a vraiment insisté sur le fait qu'il fallait avoir de quoi subvenir à ses besoins ou au moins une sécurité parce qu'on se lance dans un processus qui est long et qui est un petit peu aléatoire. Parce qu'il y a des questions de visa qui viennent en compte, on est plus ou moins bien payé selon les périodes où on en est dans la façon de repasser les équivalences, etc. Il me disait aussi que j'aurais aimé savoir que là-bas, on ne m'attend pas. Ça, j'ai déjà évoqué cette phrase aujourd'hui. Et en fait, ce qu'il précisait par là, c'est qu'il était un grand spécialiste dans son domaine en France, très reconnu pour sa spécialité, mais que finalement, quand il arrivait aux États-Unis, je pense qu'il avait entre 45 et 45 ans, je pense. Il avait donc une longue carrière derrière lui. Mais ça n'a pas été pris en compte en fait. Tout le monde s'en foutait, me dit-il, entre guillemets, de mon expérience, de ma spécialité. Et finalement, s'il imaginait une courbe de progression, de reconnaissance de ses compétences entre la France et les États-Unis, et de niveau de poste, au moins en hôpital, il ne pouvait pas rejoindre cette courbe en fait. Les 20 années qu'il avait passées en France avant ne se comptabilisaient pas dans la gestion de sa carrière après. Donc ça, c'est aussi important de le savoir dans les attentes qu'on peut avoir si on se dit je pars, je vais booster ma carrière. Oui, vous allez surtout renouveler votre carrière, vous n'allez pas forcément la booster, sauf si vous sortez un peu des sentiers battus et que vous finissez par faire des changements de métier. Donc, l'histoire de Lou, il est parti pour 1 an, puis finalement pour 2 ans. Et là, c'est vraiment poser la question avec des bourses de recherche. Il était médecin-chercheur. Et là, c'est poser la question de continuer aux États-Unis ou pas. En décision familiale, ils ont décidé de rester. Et du coup, il a décidé de passer les équivalences. Alors, en l'occurrence, aux États-Unis, ce que j'ai appris, parce que j'en avais pas conscience, c'est qu'en tant que médecin généraliste, vous devez pas repasser tout, mais surtout, vous devez refaire un internat de 3 années, un internat qui reste mieux payé qu'en France. On revient à la question de l'argent, mais elle est quand même assez primordiale quand on est dans des pays chers comme les États-Unis. Et par contre, le coût des études, je pensais vraiment que ça chiffrait beaucoup parce que, comme toutes les facs américaines, est assez, était, me dit-il, autour de 10 000 $. Il m'aurait dit 300 000 que j'aurais presque pas été surprise. Donc, c'est faisable, ça va prendre du temps. Et vous ne rejoindrez pas forcément votre niveau de poste que vous aviez en fonction de votre âge et votre expérience, au moins dans le secteur hospitalier, mais c'est tout à fait faisable et très intéressant parce qu'il y a l'approche du soin aux États-Unis reste très intéressante. On va en reparler un petit peu. Après, il me disait d'ailleurs à cette occasion que finalement, en France, les gens font beaucoup les choses par passion. Donc acceptent des salaires plus ou moins importants et plutôt moins importants à l'hôpital, etc. Et que le système américain est complètement différent parce que le médecin est la clé de voûte et celui qui doit vraiment utiliser sa compétence de médecin. Donc toute l'organisation fait qu'il a très peu d'autres tâches et notamment au niveau administratif, etc. Soins infirmiers, etc. L'organisation est très différente.
J'en profite pour faire un petit… je sais que son épouse nous écoute là aujourd'hui. Et à l'occasion de cet échange, il m'a dit qu'elle-même, qui était médecin, avait fait une formation de chapelain. Alors, je ne savais pas ce que c'était qu'une formation de chapelain aux États-Unis. Et en fait, on pourrait dire que c'est une formation d'accompagnement psychologique et d'accompagnement humain des personnes qui en ont besoin. Et ça rejoint ce que je disais sur l'organisation générale du soin, c'est que le médecin va être là, par exemple, pour si une personne a fait un arrêt cardiaque, pour réactiver son cœur, tandis que le chapelain va venir et va s'occuper de la famille, va écarter un petit peu les gens pour que les médecins puissent agir. Donc, vous voyez, là, on touche vraiment à des questions culturelles avec leur richesse aussi, et parfois des choses plus compliquées. Donc, en effet, je lui ai demandé aussi quelle a été ta plus grande difficulté. Donc, moi, ça m'a fait sourire. Il m'a dit, ça a été écrire vite à l'ordinateur. Je n'aurais pas forcément imaginé ça. Et en fait, ce qu'il disait, donc on est toujours dans la culture, dans la relation aussi au paiement, etc., c'est que le médecin doit écrire tout ce qu'il a fait parce que chaque ligne va permettre la facturation au patient. D'où ce petit côté écrire vite à l'ordinateur. Après, une autre difficulté qu'il a eue, et là on est dans quelque chose un peu plus sérieux qui rejoint les choses que je vous disais tout à l'heure. Il me disait, j'avais 4 examens à passer. Il y en a un que j'ai dû passer 4 fois. C'était un test qui n'existe plus, mais je vous raconte quand même l'anecdote. C'était une mise en scène et le postulant, en fait, devait jouer son rôle de médecin avec des acteurs qui jouaient les malades. Et en fait, c'est hyper codé aux États-Unis. Donc, par exemple, on est très surveillé. On ne peut pas observer un patient en le déshabillant complètement. C'est soit il a le haut qui est couvert et vous pouvez faire une auscultation sur la partie basse de son corps, soit le contraire. On ne peut pas non plus lui dire, par exemple, je suis désolée si on lui a un peu fait mal, il faut lui dire, j'ai dû vous faire mal pour tel examen, mais je ne recommencerai plus. Enfin, c'est des petites choses comme ça, mais qui en fait ont en l'occurrence beaucoup impacté sa vie, puisqu'il a dû repasser 4 fois ce fameux examen, qui a été supprimé après le Covid. Je crois qu'ils se sont rendus compte que ça leur faisait écarter quand même des postulants qui étaient tout à fait valables et que c'était un petit peu dommage. Mais ça me permet aussi de parler de la notion d'échec. Tout ce qu'on dit là, tout ce parcours va vous confronter à des moments d'échec, des moments où vous n'allez pas réussir ce qu'on va attendre de vous. Et ça, c'est hyper important. On parlait des atouts tout à l'heure et de l'anticipation, de savoir que ça peut arriver et que ce n'est pas forcément grave. Donc, bien sûr, je ne vous connais pas. Certains d'entre vous, c'est évident pour eux. Il y en a d'autres qui prennent souvent les échecs très à cœur. Donc, voilà, dans l'anticipation, on peut se retrouver dans des questions d'échec sur des choses qu'on n'avait pas du tout anticipées. Après, dans les choses qu'il aurait aimé savoir, il se trouve qu'il a commencé sa carrière aux États-Unis sur la côte ouest et que maintenant, il est sur la côte est. Et il a mis 10 ans à avoir sa green card, alors que c'est beaucoup plus facile de l'avoir quand on est sur la côte est. Donc là, vous voyez, typiquement, on est dans une information que seul le bouche à oreille, la communication permet d'avoir. Et donc, je ne peux que vous dire et vous redire que quel que soit le pays dans lequel vous êtes, créez du lien, allez rencontrer les Français s'il y en a, les étrangers, même les expats qui ne sont pas forcément de votre nationalité, pour essayer d'avoir toutes ces informations qui sont écrites nulle part, mais qui peuvent quand même beaucoup aider les choses parce qu'en l'occurrence, ça a été vraiment compliqué pour lui et long, avec tout ce que ça implique. Et la conclusion qu'il avait, c'était de dire que l'Amérique, ça se mérite et qu'il faut vraiment se donner du mal. Et j'ai envie d'aller plus loin en disant l'expatriation, ça se mérite. Et ça fait partie du process que de ramer un peu, que de s'investir, que de faire des allées-venues, etc. Je lui ai quand même demandé s'il avait fait des sacrifices en quittant la France. Donc, il me disait que professionnellement, pas du tout. Qu'après, en termes d'éducation sur les enfants, leurs enfants, ça a forcément eu un impact fort.
mais ça, c'est un peu une évidence et je ne vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui. Voilà. Ça, c'était l'histoire de Lou, médecin, qui maintenant donc a fait les équivalences, a travaillé en hôpital et maintenant a rejoint un laboratoire pharmaceutique donc sur la côte Est, dans des fonctions proches de la recherche et donc de son métier d'origine aussi, hein, et de cœur. Est-ce que Clémentine, il y a des gens qui ont des réactions par rapport à cette histoire, à l'histoire de Lou? De Lou. Oui. Oui, il y a Ophélie qui demande, mais c'est un peu technique pour le coup, si ce que tu as mentionné, l'examen qui n'est plus d'actualité, c'est le step 2, mais voilà, des USMLES, je sais pas ce que c'est. Isabelle qui a mentionné l'organisation par silo. À un moment donné, lorsque tu mentionnais l'épouse de Lou et son expérience, elle a inscrit ça, alors je sais pas non plus ce que ça voulait dire, l'organisation par silo aux États-Unis. Oui, ben oui, c'est ça. Ça existe aussi d'ailleurs en Allemagne, où c'était assez impressionnant en tant que patiente, hein. J'étais en Allemagne. Il y avait une salle avec quatre portes qui donnaient sur la salle et le médecin donc recevait dans son cabinet. Et donc vraiment, en tant que patient, vous rentriez avec le médecin, vous restez 5 minutes, vous repartiez dans votre KGB pour vous changer, et le patient d'après, etc. Et le médecin, son temps était exclusivement tourné vers l'auscultation et le diagnostic. Et après, vous étiez pris en charge par une infirmière ou par une secrétaire médicale qui vous donnait les papiers, etc. De même, en Espagne, c'est suite à un podcast que j'ai écouté, dont je vous mettrai aussi le lien, même système. Les médecins, le temps du médecin est vraiment gardé pour le temps du diagnostic. Ce que me disaient ces deux médecins auxquels je pense et ce que disait la personne dans le podcast, c'est qu'ils trouvaient que c'était un peu le côté sympa de la médecine qui leur était retiré parce que le côté de discussion avec le patient, dans les cas de maladies chroniques, de mieux comprendre ce qu'il vivait, etc. Et ce que disait Lou sur ce sujet aussi, c'est que le fait de ne pas avoir ces temps-là, il trouvait que finalement la maladie était un peu moins connue. Certaines maladies chroniques étaient un peu moins identifiées aux États-Unis. L'évolution était un peu moins connue parce qu'il y avait moins de temps d'échange et aussi parce que c'était, il me donnait l'exemple de la scoliose, par exemple, c'était aussi en voyant les gens évoluer qu'on apprenait sur l'évolution de la maladie et puis aussi qu'on évitait éventuellement d'en arriver jusqu'à des opérations, alors qu'en France, on aurait fait des traitements différents. Donc voilà, la culture et l'organisation, tout ça implique évidemment l'exercice de la médecine, mais aussi la connaissance de la médecine. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Clémentine? Non. Non? Ok. Alors, je vais continuer avec Gladys. Gladys, elle est multi-expatriée. Elle a quitté la France. Elle venait d'avoir son diplôme de médecin généraliste. Elle faisait un petit peu elle avait déjà suivi un peu de formation en ostéopathie. Et le premier pays où elle est allée, c'était en Argentine. Donc, en Argentine, elle a pas cherché à être médecin. Elle ne pouvait pas de toutes les façons. Donc, elle a choisi de continuer une formation d'ostéopathie qu'elle a suivie pendant 6 ans. Plusieurs jours par semaine, avec des heures de clinique, des heures de cours, etc. Elle était jeune maman, elle disait que aussi bien elle emmenait son bébé, elle l'allaitait dans l'amphi. Et puis qu'après, quand ils ont travaillé l'ostéopédiatrique, son bébé a servi de cobaye, enfin gentiment. Elle me disait aussi que quand elle est partie, elle ne parlait pas l'espagnol, mais que heureusement, le vocabulaire médical ayant des racines latines et étant assez proches, elle s'en est sortie comme ça, qu'elle prenait ses notes en français. Enfin, voilà, j'insiste sur tous ces points qui sont des détails, mais qui sont aussi une manière de dire que tout ça, ça se mérite un petit peu, mais qu'en même temps, dans son cas et dans le cas de toutes les personnes que j'ai interviewées, ça répond à une vraie curiosité, une vraie envie de s'investir dans d'autres choses, de découvrir et de répondre à une certaine curiosité et envie d'approfondir. Donc voilà, donc elle a fait ça donc, en Argentine. Après, ils ont quitté l'Argentine. Elle a aussi eu un cabinet d'ailleurs en Argentine en parallèle, en tant qu'ostéo. Et ils sont arrivés au Chili. Alors au Chili,
en fait, l'ostéopathie n'existait pas. Donc, du coup, il n'y avait pas de problème d'illégalité. Alors, ce n'est pas une histoire très ancienne, hein. Les enfants de Gladys, ils ont entre 20 et 25 ans. Donc, voilà, c'était il y a 20, on va dire 20 ans au Chili que l'ostéopathie n'existait pas. Donc, il n'y avait pas de réglementation, pas d'ordre, et les Chiliens ne connaissaient pas ces soins-là. Elle a créé aussi un cabinet. Au début, elle a surtout eu des Français. Ça, c'est un autre sujet, je vais revenir dessus, mais là où tous ces investissements que vous allez faire valent le coup, c'est qu'il y a une tellement grande demande dans les communautés d'expatriés. Ils ont tel besoin de soins, de conseils, d'informations, même si les soins ne sont pas autorisés pour les questions qu'on a évoquées d'équivalence et tout ça, que ça vaut vraiment le coup de réfléchir à comment faire bénéficier la communauté qui est autour de vous de vos capacités et de vos compétences. Donc, du coup, au Chili, Gladys, au début, elle a travaillé avec des Français, puis des Chiliens. Et puis, finalement, ils ont fait un cabinet avec plusieurs spécialités, donc de l'énergétique, de l'homéopathie, qui marchait super bien. Et puis, une fois qu'elle a eu son bon cabinet, un beau truc, hop, ils sont partis aux États-Unis. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que ça fait partie de la problématique, et encore plus quand on est conjoint suiveur. Il faut trouver des solutions qui vous permettent d'exercer et qui vous permettent aussi que l'investissement que vous avez fait se retrouve par la suite. Investissement, je ne parle pas forcément d'argent, hein, je parle vraiment de formation, de site internet et tout ça. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure dans le cas de la psychologue qui m'a interrogée. Et donc, il faut du ressort aussi et être porté par l'envie de recommencer à chaque fois, de recréer une patientèle, etc. Donc, je reviens à Gladys qui quitte le Chili, tout à fait un petit peu désolée de quitter son cabinet et ses patients auxquels elle s'était attachée et qui se retrouve aux États-Unis. Donc, comme elle m'a dit, bon, je suis arrivée à 50 ans, là, reprendre des études pendant 5-6 ans, ce n'était pas possible. Ce n'était plus le moment dans ma vie. Et en fait, Gladys, je l'ai rencontrée par les rendez-vous proposés par Soignants dans le Monde à Washington, donc les rencontres informelles dont je parlais tout à l'heure. Et finalement, elle a pu vraiment s'appuyer sur les personnes qui étaient à ces rencontres pour avoir le lien avec un ostéopathe, pour avoir le lien avec des masseurs, pour avoir le lien avec des réflexologues. Et elle a choisi de faire une formation aux États-Unis de masseuse. Alors, masseuse en France, on n'a pas forcément une image très médicale du massage en dehors de la kiné. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus complet en fait. Donc, elle a eu beaucoup d'heures de cours, beaucoup d'heures d'entraînement. Et elle me disait que tout ce qu'on pouvait faire, en fait, elle pouvait tout faire sauf faire craquer. Donc, par rapport à, comme fait un ostéopathe, certains ostéopathes. Donc, par rapport à son activité d'ostéopathe, elle s'est finalement beaucoup retrouvée avec ça, avec son métier de masseur, qui lui permet aussi d'avoir cette fameuse étiquette légale et la possibilité d'exercer. J'en profite d'ailleurs toujours sur les États-Unis pour dire que les règlements changent d'un État à l'autre. Donc, c'est le cas, par exemple, pour Lou, dont je parlais tout à l'heure. Il a dû repasser un examen quand ils sont passés de côte ouest à côte est. Non, de côte ouest à côte est, c'est ça. Et concernant Gladys, elle me disait que, par exemple, elle est dans le Maryland. Et en fait, elle a passé les examens de DC, donc de Washington même. Parce que l'examen du Maryland était très tourné vers le juridique, etc. Donc, quand on parle de s'investir dans une équivalence et de comprendre le système réglementaire, c'est vraiment hyper important et très vrai. Donc, du coup, elle a ouvert un cabinet à DC, puisque c'est là qu'elle a le droit d'exercer. Ce qu'elle me disait aussi, c'est que finalement, ce qui l'a boosté, et c'est aussi mon expérience de psychologue, c'est les demandes qu'elle a eues dans la communauté française. Finalement, dès qu'on a su, parce que j'habitais donc là-bas en même temps qu'elle à l'époque, qu'il y avait une nouvelle ostéopathe qui était arrivée, tout le monde s'est précipité pour lui poser, voilà, pour lui dire si c'était possible de les voir et tout ça. Et donc, ces demandes-là, il faut vraiment s'appuyer dessus quand vous entreprenez ces démarches, parce que ça va être votre moteur aussi qui va vous permettre de vous dire qu'il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques aussi, Clémentine?
Non. Non? Ok. Je continue avec Camille. Camille, elle était infirmière puéricultrice et directrice de crèche en France. Donc maintenant, elle a, donc c'est pareil, je l'ai rencontrée par Soignants dans le Monde à Washington. Et elle s'est lancée justement dans les équivalences, ce qui me permettait de dire qu'il vaut mieux les préparer quand on est en France. Ça a duré au moins 3 ans. C'est pareil, hein, vraiment un investissement. En fait, c'est pas seulement un investissement dans la question de la langue, c'est dans la compréhension de concepts. En fait, il y a plein de mots qui sont pas les mêmes, dans le sens où ça recouvre des choses qu'on ne nommerait pas pareil en France. Donc, je sais qu'elle a pas mal ramé sur déjà la reconnaissance de ce qu'elle avait déjà fait. Il faut faire traduire, estampiller, etc. Et qu'après, elle a dû faire un stage qu'elle a trouvé vraiment hyper dur en hôpital, en lien avec la culture du soin aux États-Unis. Je ne vais pas durer trop longtemps parce que je vois que l'heure passe, mais ce qui est vraiment important de dire, c'est que tout ça est possible et que ça fait partie d'une bonne connaissance aussi du métier quand on peut aller, enfin du pays, pardon, quand on arrive à exercer, c'est vraiment un moyen d'y être vraiment très intégré, si je reprends la courbe de tout à l'heure. Je pensais vous parler de Sylvie, qui était professeure d'art aux États-Unis et qui a choisi d'être art thérapeute et qui a rejoint aussi à l'époque Soignants dans le Monde comme un lieu de support pour commencer à comprendre les démarches à faire, apprendre un petit peu à communiquer son activité, etc. Et finalement, si à toutes ces personnes, on pose la question de comment vous avez fait pour y arriver, je vous ai rassemblé les réponses, je me suis projetée, j'ai fait un choix global pour arriver à un choix positif et efficace, je me suis donné du mal, j'ai pris le temps, j'ai anticipé que je risquais d'avoir des problèmes d'argent, je me suis motivée, j'ai eu vraiment envie de vivre cette expérience. Et quand au début, j'avais juste par copinage des gens qui me sollicitaient, après, la clientèle s'est vraiment faite et la demande existe vraiment, vraiment, vraiment. J'insiste là-dessus. Alors, Clémentine, avant qu'on parle de la méthodologie de Soignants dans le Monde pour accompagner les professionnels de santé, est-ce que tu as des remarques ou des demandes? Non, 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 il n'y a pas eu de rebondissement. D'accord. Ok. Alors, je vous ai raconté l'histoire de Soignants dans le Monde. Et pourquoi des programmes d'accompagnement? Parce que personnellement, j'en ai eu besoin quand j'ai démarré. Je n'aurais jamais pu devenir psychologue en ligne, par exemple, puisque c'était mon métier, sans avoir cette aide. J'avais donc un exercice de libéral courant en France avant qu'on parte. Je travaillais aussi dans une institution. Et voilà, ma compétence, c'était une compétence de psychologue. Ce n'était pas une compétence d'entrepreneur. J'avais une plaque dans la rue, donc la plaque dans la rue suffisait pour faire venir des patients, plus le bouche à oreille et tout ça, bien sûr. Mais voilà, je pouvais affirmer mon expertise juste avec une plaque dans la rue. Et souvent, quand on n'a pas pu aller au bout des équivalences, de la reconnaissance par le métier, par le pays dans lequel on est, dans les exemples que je vous ai donnés, les gens sont allés au bout, mais il y a plein de personnes qui sont obligées de réinventer les choses autrement. On ne peut pas le faire seul. Donc, quand je dis 100% gagnant, c'est parce que toutes les personnes que j'ai pu accompagner, que l'équipe a pu accompagner, sont des personnes qui, à la fin, avaient un projet, avaient gagné de l'aisance dans leurs actions d'entrepreneurs. Soignants dans le Monde ne va pas vous apprendre votre métier, mais va vous aider à le présenter pour qu'il soit utilisable dans le pays où vous êtes. Donc, pas de pression, chacun va à son rythme, il y a juste de la méthode et des informations pour vous faire gagner du temps. Pour ça, c'est la force de l'expérience, donc on n'est pas dans la théorie, on est vraiment dans du concret, le partage des bonnes pratiques et puis le soutien du groupe. En fait, vous allez devenir
créateur de votre job, même si votre job est d'être allé au bout de votre équivalence, mais vous allez être créateur d'une nouvelle façon d'exercer votre métier. Donc, quand je parle de pas de pression, c'est que chacun doit aller à son rythme. Chacun doit pouvoir être créateur aussi de son modèle. Donc, c'est des idées qui sont données, des consignes, des informations, de la méthodologie, mais que vous allez personnaliser. Et vraiment, si vous dites je ne sais pas ce que j'ai le droit de faire, je ne sais pas par quoi commencer, j'en peux plus de ne pas bosser, ça c'est très, très souvent entendu. J'ai des idées, je me sens hyper seule, c'est super dur pour moi. Vraiment, je vous invite à aller plus loin dans nos offres, à les regarder, à voir ce qui ne vous correspond pas. Je vais en parler quelques minutes des offres, mais sachez qu'elles existent, qu'elles sont là pour vous aider et qu'elles ont été créées pour faciliter la vie des professionnels de santé qui s'installent à l'étranger. Alors, les offres, donc, elles sont nombreuses, mais pas tant que ça, entre guillemets. Donc, il y a 3 accompagnements qui s'appellent argent, or et diamant, et une autre qui est dans l'ordre de référencement sur le site internet de www.soignantdanslemonde.com, qui s'appelle bronze. Je vais passer un peu plus de temps sur l'accompagnement, mais sur le référencement, en fait, c'est vraiment l'idée d'une plateforme qui permette à des personnes expatriées de vous repérer et à vous, professionnels, de rencontrer d'autres professionnels et de pouvoir créer votre réseau. À titre d'exemple, pour l'intervention d'aujourd'hui, il y a 3 personnes de Vienne qui se sont inscrites. Je ne sais pas si ces 3 personnes se connaissent, mais le réseau, il commence là, en fait. Il commence par la mise en relation de 3 personnes dans la même ville. Et ça fait une boule de neige. C'est comme ça que Soignants dans le monde a commencé. Donc ça, c'est pour la formule de référencement qui est celle du bronze. Concernant les accompagnements, l'idée, c'est d'être plus dans un mode de formation, d'une information plus poussée, plus technique. Alors, vous avez 3 niveaux. Vous avez l'argent qui est tourné vers le réseau, la visibilité et le pitch. Je ne l'ai pas indiqué sur la slide. Se présenter aux autres, rencontrer les autres. Vous avez l'or, réseau, visibilité, entrepreneuriat. Alors, à titre d'exemple d'ailleurs, pour l'argent, j'ai Pierre Michael qui est réflexologue, que j'ai rencontré à Soignants dans le monde et à Washington, qui après a travaillé en France et qui maintenant est à Dakar, et qui me disait, les personnes que j'ai rencontrées à Washington, il y en a que j'ai retrouvées en France, ça m'a beaucoup aidé parce qu'il a fait cette formation de réflexologie aux États-Unis. Il disait, c'est la première fois que j'étais à mon compte, c'est la première fois que je devais être dans des relations patients-clients, selon les termes que chacun utilise. Et donc, ça a vraiment été un soutien et donc, il était sur une formule du type argent. La formule or, l'idée, c'est de vous donner de l'assurance aussi. Alors, de vous aider à choisir votre métier. Il y a un certain nombre de vidéos qui s'appellent « Ouvrir de nouveaux horizons » qui sont là pour vous aider à réfléchir à ce que pourrait être votre nouveau projet, soit un projet complètement différent, soit juste on va dire, cousin germain de votre métier d'origine adapté aux réglementations du pays dans lequel vous êtes. Et puis, de vous faire gagner de l'assurance, de vous apprendre les parties que vous ne connaissez pas en fait de l'entrepreneuriat, au sens visibilité, parler de soi. Et donc, je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est Camille, qui nous suit depuis longtemps, qui n'est pas la même Camille que celle dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui me disait je ne sais pas faire une vidéo, je ne peux pas m'exposer comme ça, etc. Et en fait, c'était vraiment très touchant pour moi parce que suite à notre échange, le lendemain, je découvre une vidéo sur son Facebook. Et donc, voilà. Donc, moi, ça, c'est des choses que j'adore. J'adore voir que mon expérience, le soutien que je lui ai apporté à ce moment-là, lui a permis de passer à l'action. C'est une personne qui était expatriée, qui maintenant est revenue en France, mais qui se sert toujours de ce qu'elle a développé à ce moment-là. Ou bien Cyrielle, que je continue de suivre sur les réseaux sociaux et je vois aussi qu'elle est beaucoup plus précise dans ce qu'elle propose, il y a beaucoup plus de réactions et je pense vraiment que son activité s'est vraiment développée
parce que elle s'est fait connaître par ce moyen-là. Alors, on peut aussi se faire connaître en local. Ça fait aussi partie, bien sûr, des sujets qu'on aborde ensemble dans cette formule OR, parce que les premiers qui ont besoin de vous, et en général, c'est quand même sympa de voir les gens en vrai, surtout après la pandémie, tout le monde est un peu saturé de Zoom, donc c'est important de faire aussi du développement en local. En développement en local, je peux donner l'exemple de qui je peux vous parler, de Marine. Et Marine, elle a, voilà, pareil, elle a commencé par proposer des ateliers, elle est psychologue, des ateliers en local, et finalement, de fil en aiguille, elle a eu des demandes pour des consultations, et elle a pu même développer un peu plus ses ateliers. Après, vous avez la formule diamant. La formule diamant reprend les éléments de la formule argent et or, et j'y ai rajouté la partie clinique. Alors, je parle de la clinique, je précise tout de suite parce que je ne suis pas médecin. Donc là, il s'agit de la clinique thérapeutique en tant que psychologue. Ça peut être, l'offre en question n'est pas ouverte seulement aux psychologues parce que c'est une approche de l'humain dans le cadre de sa consultation qui est prise en compte. Mais j'y partage aussi beaucoup d'outils thérapeutiques que d'autres professions pourraient être intéressées à connaître. Mais toujours est-il que l'idée, c'est cette transmission aussi de savoir-faire. Ça fait au moins 20 ans que j'exerce maintenant. Et donc, ça me tient beaucoup à cœur, d'où cette formule diamant. Peut-être êtes-vous surpris ou surprise par le nom des offres. Alors, au début, les offres avaient des noms très sages, on va dire. Et puis finalement, je me suis dit que c'était important de les nommer de manière un peu plus poétique ou étonnante, parce qu'en tant que soignant, on a souvent le bon réflexe de s'occuper des autres et un peu moins de s'occuper de soi. Donc, c'est un petit clin d'œil à ça, de vous dire, offrez-vous l'argent, offrez-vous l'or, offrez-vous le diamant, offrez-vous le bronze, parce que ça va vous aider dans votre pratique et à travers ça, vous allez pouvoir vous occuper de vous. Est-ce que, Clémentine, il y a des questions par rapport aux offres que je viens d'évoquer? Non, pas sur le chat, il n'y a pas de réaction. Je disais qu'il n'y avait pas de réaction jusqu'à ce que Charline envoie un message. Et alors, Charline, je veux bien que vous complétiez peut-être, parce que elle demande, recherchez-vous encore des soignants qui ont réussi leur expatriation? Donc, pour un partage d'expérience, j'imagine. Très volontiers. On peut très bien prévoir de se rencontrer, d'écrire un article qui viendra rejoindre le blog et qui permettra d'avoir, de renseigner aussi d'autres personnes sur un parcours intéressant. Oui, volontiers. Très contente d'avoir pu partager avec vous toutes ces histoires de vie, toutes ces expériences. N'hésitez pas, là on va prendre encore, il est 15h20, on va prendre 10 minutes, jusqu'à 15h30 heure de Paris pour répondre à vos questions si vous en avez encore. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions et à nous contacter demain, même si vous dites demain, j'aurais aimé savoir ci ou aimé savoir ça. Je rajoute un dernier truc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux si vraiment, si en plus cette présentation vous a plu, partagez-la, vous nous permettrez d'être mieux vus aussi et que nous puissions partager avec d'autres ces contenus. Alors, je finis mon partage d'écran, comme ça on voit avec Clémentine s'il y a encore des questions. Prenez vraiment le temps de réfléchir, on se donne encore 10 minutes, donc il n'y a pas de souci si vous voulez dire quelque chose. Chloé, il me semble, qui demande si on a des pistes de réflexion de reconversion fréquente, sans longues études, quand l'équivalence n'est pas possible. Durée de 3 ans aux États-Unis. Kiné, Chloé kiné. D'accord, oui. Merci Chloé. Alors Chloé, en tant que kiné, peut-être que tu peux t'intéresser aux formations de masseurs, éventuellement, parce que c'est celle qui a fait la 10, là, dont je parlais, était relativement longue et costaud, mais je pense qu'il y a des choses plus simples. Après, tu n'as pas forcément envie, comme je le disais, hein, on est obligé de renoncer à certaines choses, mais en tant que kiné, autre idée, ça va vraiment dépendre de tes aspirations et de tes souhaits.
Je suis sûre que si tu proposes des ateliers pour, je sais pas, maman-enfant, un peu de motricité, des choses comme ça, bah, ça peut, voilà, ça doit, je suppose que c'est pas réglementé à vérifier. Après, comme je disais, ça dépend de l'état dans lequel tu es. Mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent être, c'est ce que j'appelle les cousins germains de son métier, en fait, hein. Il y a des choses qui peuvent être faites, voilà, qui permettront d'avoir quand même une activité. Après, ça dépend aussi de son besoin de retrouver une rémunération à hauteur de la rémunération qu'on aurait si on était en France. Ça, c'est un vrai sujet. Il y a des personnes qui n'ont pas ce besoin, donc elles peuvent aller sur des projets un petit peu parallèles, comme je les ai énoncés. Il y a des personnes qui doivent absolument générer un emploi. À ce moment-là, il faudrait qu'on en parle plus en privé pour voir ta situation, je pense, Chloé. Alors, on a une réflexion de, alors c'est pas Louis, parce que je vois que c'est pas Louis à l'écran. J'ai demandé le prénom, mais elle m'a pas répondu. Oui, c'est pas grave. Donc, en tant que psychologue, si vous n'avez pas d'équivalence à l'étranger, mais travaillez comme life coach, vous n'avez pas de problème d'assurance professionnelle. Donc, c'est Fanny, pardon, Ouais, alors, Marle, qui est en licence 2 de psycho. d'accord. Si, il faut quand même prendre une assurance. Donc, aux États-Unis, on pouvait, en tant que life coach, prétendre à une assurance professionnelle, mais on ne prend pas une assurance en tant que psychologue. Ce que faisaient les psychologues et ce que j'ai fait aussi, c'est qu'en fait, je travaillais exclusivement avec des personnes françaises ou francophones. Parce que justement, je voulais pas me retrouver dans la situation. Les États-Unis, c'est très connu hein, pour les procès, pour le côté procédurier. Et donc, je voulais pas me retrouver à avoir affaire à des Américains qui peut-être m'auraient entraîné dans des choses que je maîtrisais pas du tout. Donc, ça a été la façon de contourner les choses. Donc, pour répondre à la question, oui, on peut avoir une assurance, premier point. Et deuxièmement, on peut aussi faire des choix de patientèle qui nous mettent un peu moins en risque que si on est avec les locaux, enfin, dans le cas des États-Unis. Alors, Stéphanie, qui nous dit être bilingue allemand et donc qui vit en Allemagne avec un passeport allemand, qui demande pour exercer en tant qu'infirmière, est-ce qu'il faut repasser des équivalences quand on a un diplôme français? Alors, là, justement, c'est assez bien renseigné sur le site du gouvernement. Je mettrai le lien quand on enverra le replay. Les diplômes d'infirmière sont reconnus en Europe. En revanche, et demandé, bah, d'ailleurs, comme c'est Stéphanie, hein, oui. Stéphanie disait qu'elle parlait allemand, donc il n'y a pas de problème, parce que souvent, il y a un examen de langue. Donc, je pense que ça ne doit pas être le plus compliqué aux États-Unis. Pardon, en Allemagne. De Charlie, pardon, je te coupe, Aude. Est-ce que vous avez un document avec des sites sérieux et fiables pour pouvoir faire des équivalences, savoir s'il a une reconnaissance du diplôme? Donc toujours Charlie qui a le souhait d'être diététicienne en Californie, il me semble. Qui demande des documents ressources. Ouais, alors j'ai pas les informations. Je sais qu'il y a une formation de health coach aux États-Unis qui était facilement faite par des Françaises qui cherchaient voilà, à se reconvertir, etc. Donc, il est possible que ça va être le fameux cousin germain, ça va être de faire cette formation de health coach, peut-être. Alors, avec le mot coach aux États-Unis, on se méfie beaucoup, mais en fait, dans health coach, il y a l'aspect nutritionnel, il y a l'aspect aussi physique voilà, et activité physique. Donc, c'est quelque chose. Enfin, c'est une bonne formation et qui prend plusieurs aspects de la personne. On a Amélie qui est au Qatar, qui est ostéo et kiné et qui soulève une réflexion sur justement sur les habitudes des Français et sur le choix d'un métier cousin. Donc pour la citer, les Français ont l'habitude de pouvoir bénéficier des remboursements de leurs soins. En choisissant un métier cousin, nous ne pouvons pas leur offrir cette possibilité, ce qui est dommage. C'est sûr. Là, j'ai bien sûr pas de réponse. C'est évident que on a une habitude en France quand même d'être assez gâté là-dessus. Oui, c'est vrai. Alors, cela dit,
pour certains de mes patients qui étaient à la case des Français de l'étranger, par exemple, ou qui avaient des mutuelles privées, j'ai pu donner des factures de remboursement. Donc, selon les métiers et selon la couverture des personnes, il y a peut-être quelque chose de faisable. Alors, Isabelle qui demande si nous avons des renseignements concernant les métiers dans le domaine de la maïeutique aux États-Unis ou une équivalence éventuelle, voire un témoignage d'un vécu. Il y a plusieurs sages-femmes qui font des formations, je pense, de doula. Parce que sage-femme, je pense que sinon il faudrait faire médecine, je suppose, mais j'en suis pas sûre, hein. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui font des formations de doula. Et il y a aussi une personne qui avait créé un site internet qui s'appelait Éclore et moi. J'étais sage-femme et qui proposait en fait en ligne des accompagnements pour les femmes enceintes, etc. Donc voilà, là on est vraiment dans le Saint-Germain du métier, mais c'était un très beau projet. Elle a fait beaucoup de choses avec. Et puis il y a aussi des personnes, c'est pas tout à fait la même chose que sage-femme, mais qui s'intéressent beaucoup à l'allaitement et qui ont fait des formations de conseils en allaitement. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces formations vous mettent le pied à l'étrier parce qu'elles vous permettent de rentrer voilà, dans une case dans le pays. Bien sûr, j'insiste, hein, c'est toujours dans le respect du règlement, mais de là, vous pouvez voir quelle offre complémentaire vous pouvez faire. En revanche, c'est certain que sans équivalence, vous ne pourrez pas accompagner une femme en salle d'accouchement, vous ne pourrez pas même toucher une patiente, ça c'est sûr. Mais vous pouvez être dans le conseil de l'accompagnement de la prénatalité, des choses comme ça. Je pense qu'il faut que tu détailles là, ta question puisque tu parles de cible publique francophone et d'assurance professionnelle par rapport à ce que vient de dire Aude. Alors, oui, la personne là qui avait fait l'offre Éclore et moi, elle était belge, donc son site était francophone et je pense qu'elle avait pas mal de contacts avec des francophones. Mais je sais qu'elle travaillait aussi avec une sage-femme, qu'elle pouvait accompagner cette sage-femme dans certaines interventions. Donc, il y a des moyens. Pareil, éventuellement, une mise en contact peut se faire, ou moi, je peux indiquer le nom exact du site internet qu'elle avait créé. Je ne sais plus. J'ai vu la question, Isabelle. Je ne sais pas si elle avait fait la formation de doula. Quand je parlais de la formation de doula, je pense à d'autres personnes. Mais écoutez, j'espère vraiment que vous avez eu des contenus qui vous intéressaient. N'hésitez pas à nous contacter avec des questions si vous en avez. Et puis, je vous souhaite une belle continuation et peut-être à bientôt sur Soignants dans le monde. Bonjour, Aude, Anissa, je voulais simplement conclure en vous remerciant d'être sur cette segmentation parce que justement, pour ce public-là de soignants, voilà, merci pour ces parcours inspirants. Je ne le suis pas directement parce que je suis actuellement sur une formation de coach et du coup, vous m'avez inspiré peut-être pour aller sur une session de psychologue. Donc, merci à vous. Génial. Allez, bonne journée, Anissa.